je dois vous parler de deux sagas cultes, je pense. C'est-à-dire que je ne vais probablement pas vous apprendre leur existence, mais écoutez, je suis ravie d'avoir cédé, comme plein d'autres gens, aux sirènes de la tentation de ces deux sagas, parce que je ne le regrette pas du tout, et parce que vraiment, vraiment, la qualité était au rendez-vous. Et ça tombe bien, puisqu'il y a une saga de fantasy et une saga de science-fiction de l'autre côté. Je vais commencer par la saga de fantasy parce que c'est sans doute vraiment la plus connue et qu'elle est terminée et disponible depuis déjà un moment. Il s'agit des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Alors, je pense que avant de vous parler des Aventuriers de la mer, je peux vous parler de mon rapport à Robin Hobb. J'ai lu l'Assassin Royal, enfin en fait la première partie de l'Assassin Royal, vraiment quand j'étais adolescente, on va dire. J'en avais parlé en vidéo. J'ai souvenir que j'ai aimé cette saga, j'ai aimé ces livres, et que quand j'étais dedans, j'étais prise dedans. Je me souviens de quelques éléments, je me souviens que j'avais aimé comment était décrite la magie, j'avais aimé évidemment le rapport aux animaux, etc. Mais c'est pas une série qui m'a tant marqué que ça. Des fois, je me demande si je l'ai pas lu peut-être en étant, je sais pas, un peu trop jeune. Peut-être que je l'apprécierais plus aujourd'hui si je la relisais. J'ai préféré Les Aventuriers de la mer, et je pense que même si je relisais L'Assassin Royal aujourd'hui, je préférerais quand même Les Aventuriers de la mer. Parce que ce que j'ai adoré dans Les Aventuriers de la mer, contrairement à L'Assassin Royal, c'est le côté polyphonique du récit, c'est le fait qu'on suive plusieurs personnages très différents et leurs différents points de vue, les différentes aventures qu'ils suivent, et comment, in fine, leurs différents destins vont se croiser en fait et vont se dénouer finalement à la fin. Surtout qu'en plus, la galerie de personnages qui est proposée dans Les Aventuriers de la mer est franchement incroyable, et que Robin Hobb, je ne l'apprends pas à ceux qui la connaissent, est passée maîtresse dans le fait de faire des personnages à la psychologie bien développée, attachants. Mais je m'emballe. De quoi ça parle? L'intrigue des Aventuriers de la mer démarre dans une ville qui s'appelle Terryville. Terryville étant connue pour être un grand port marchand. Et dans ce port marchand, il y a justement un certain nombre de grandes familles de marchands qui sont en fait les personnes les plus influentes de la ville, et qui d'ailleurs forment un conseil qui régente plus ou moins la ville, et régente en fait les activités commerçantes de façon concertée. La particularité en fait de ces familles, et ce qui fait qu'elles sont d'aussi grandes puissances commerciales maritimes, c'est le fait que chaque famille possède une vive-nef. Et une vive-nef, qu'est-ce que c'est? C'est un bateau vivant, qui a une figure de proue, qui bouge, qui parle, qui a une âme, et cela en fait des navires inégalés, on va dire, en termes de capacité et de performance. Les Villeneuve, de par leur capacité exceptionnelle et magique, ont aussi la capacité de naviguer dans certaines régions du monde, ce que aucun autre bateau ne peut faire, mais je vous laisse découvrir un petit peu de quoi il retourne. Les Villeneuve donc se transmettent dans les familles de génération en génération. Au début de l'histoire, donc à Terryville, on va suivre principalement des représentants de la famille Vestrit, qui est donc une famille de marchands qui dispose d'une vive-nef, la vive-nef Vivacia. Dans cette famille, vous avez d'un côté Althea, qui est une jeune fille, on va dire, aventureuse, qui aspire à être marchande et à prendre le relais de son père, donc le chef de famille, qui est voilà, aujourd'hui celui en fait qui dirige les activités. Vous avez également sa sœur Kefria, qui est la sœur aînée,
qui, on va dire, est dans un rôle de femme un petit peu plus traditionnel, en fait, au sens où nous, on l'entend. Elle a l'air, en tout cas, d'aspirer juste à avoir une vie de famille, on va dire. Et d'ailleurs, elle est mariée à un certain Kyle. Kyle qui est un personnage qui vient d'une autre région du monde, donc qui a des traditions, on va dire, d'ailleurs assez différentes et beaucoup plus traditionnelle dans notre sens, au sens patriarcal, etc., et qui a des vues sur la vive nef de la famille. On a également Ronica Vestrit, qui est leur mère, donc l'épouse du capitaine Vestrit, qui est une femme, on va dire, impliquée en fait dans les affaires de son mari. Ils sont très amoureux de l'un de l'autre et vraiment on a l'impression que qui pilote en fait la famille de façon harmonieuse et vraiment comme une équipe. Et enfin, on a les deux plus jeunes enfants, un tout petit frère dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, et une jeune adolescente qui s'appelle Malta. Et alors Malta, elle a, comment dire, alors elle a un caractère bien fort, mais elle est vraiment, vous voyez, à l'âge où c'est la petite jeune fille qui veut être une femme, quoi, voilà. Elle veut être une femme, elle rêve de belles robes, elle rêve de paillettes, elle rêve qu'on lui fasse la cour, elle rêve de faire des sorties avec ses copines et d'avoir des prétendants, etc. Et j'ai oublié également Brachen Trell, qui est également à Terryville au début de l'histoire, puisque c'est un membre de l'équipage du Vivacia, donc de la vive nef des Vestrit. Et la particularité de Brachen, c'est qu'il s'entend très bien avec le capitaine Vestrit, il s'entend très bien avec Althea aussi. Sa particularité, c'est que c'est le fils renié, on va dire, d'une autre grande famille de marchands qui sont les Trell. Seulement, pour une raison que vous découvrirez, il n'est plus reconnu comme l'héritier, on va dire, officiel de cette famille, et il travaille comme simple, je sais plus, second, en tout cas marin, sur la Vivacia. Dans les personnages qui vont compter aussi pour la suite, on va avoir Yémin, qui est un jeune prêtre, qui est, comment dire, très content en fait de sa vie de prêtre, très, comment on va dire, impliqué, très studieux. Il a un talent pour le vitrail, si je me rappelle bien. Vraiment, il adore ce qu'il fait, mais il va y avoir quelque chose qui va faire qu'il va devoir partir de son monastère contre son gré. Et enfin, un des autres personnages principaux est sans doute celui qui est quelque part le plus marquant, c'est Kenneth. Kenneth qui est un pirate. Et un pirate qui a de l'ambition. On comprend dès le début que c'est quelqu'un qui est assez retors, qui va pas hésiter à faire des coups fourrés s'il le faut. Et comme je le dis, il n'est pas dénué d'ambition puisqu'il veut devenir ni plus ni moins que le roi des pirates. Cette saga, je l'ai trouvée incroyable. Pour moi, c'est vraiment le meilleur en fait de ce que la fantasy contemporaine classique à offrir. Parce que c'est plein de personnages passionnants, attachants, c'est plein de rebondissements, c'est construit, pensé, c'est-à-dire que vraiment on voit en fait quand on lit la trilogie, la trilogie ceci dit quand on considère les intégrales parce qu'en fait c'est beaucoup plus de petits tomes qui ont été réunis au final, mais quand on lit la saga et qu'on arrive à la fin, on se rend vraiment compte, et c'est ça qui est génial, que Robin Hobb avait tout pensé depuis le début et que le long en fait du récit, on a des indices d'où ça va, et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que on a de la matière en fait dès le début pour essayer un peu de pressentir des choses sans que ce soit évident, mais qui vont du coup nous être révélées par la suite, etc. En plus de ça, ça aborde, je trouve, de façon progressive
original et inattendu, une figure, un trope très connu de la fantasy, vu et revu. Ça fait d'ailleurs que cette série partage, on va dire, des points communs avec Game of Thrones dans la place qu'elle peut donner à ce trope et le côté polyphonique aussi du récit avec ses différents personnages. Pour insister encore sur les personnages, évidemment c'est Robin Hobb, donc les personnages, qu'ils soient masculins ou féminins, ne sont absolument pas clichés, ils sont vraiment, encore une fois, très bien écrits, ils suivent une évolution. À la fois, ils vont se révéler et en même temps, il n'y a pas de... comment dire... leur trajectoire n'est pas facile et ils vont tous être confrontés en fait à des difficultés. Il n'y a aucun personnage qui est un surhomme, il n'y a aucun personnage qui est parfait. Ils vont tous à un moment pécher par... orgueil, curiosité, méchanceté, jalousie, enfin, il n'y a pas de personnage parfait, et ça, c'est vraiment agréable. Le méchant de cette histoire est très marquant. Je pense que c'est une des figures d'antagonistes les plus marquants qui me restera à jamais en mémoire dans ma vie de lectrice, parce qu'en fait on le suit et parce que Robin Hobb arrive à nous faire comprendre pourquoi il est comme ça. Ça me fait un petit peu penser à une Cersei Lannister, vous voyez, d'une certaine manière, même si je sais qu'il faut arrêter de comparer tout à Game of Thrones. C'est horrible parce qu'il y a même des moments où il nous fait sourire et où on s'attacherait presque à lui, parce qu'en plus c'est un personnage qui est très charismatique par certains aspects. Et pourtant, surtout vers la fin, on le déteste en fait et on mesure toute l'horreur du personnage, l'horreur de ce qu'il fait, l'horreur de ce qu'il est. D'ailleurs, c'est une parenthèse, mais je suis très surprise en fait quand j'entends des avis ou des bilans sur cette saga, de si peu entendre parler de la fin. Alors évidemment, je ne peux pas vous en parler, je ne peux pas vous dire ce qui se passe, mais moi je trouve la fin de cette saga, moi ça m'a traumatisée quoi, limite, parce que en fait vous avez vraiment, vous avez la résolution des grands enjeux de cet univers, on va dire, qui se fait. Et ensuite, vous avez une sorte de phase de résolution pour les différents personnages. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose que je trouve on ne voit pas du tout arriver. Il se passe quelque chose en fait de très grave pour un des personnages. Il s'agit d'une agression et donc du traumatisme en fait que ça engendre. J'ai vraiment trouvé la scène et toute la suite horrible et en même temps très courageux de la part de Robin Hobb. En fait, on est quand même dans un contexte de fin plutôt bien résolu et plutôt heureuse, mais il se passe quand même au moment de la résolution des choses très graves. Et en fait, Robin Hobb ne va pas du tout occulter le fait que face à un événement comme ça, on peut pas se relever. Enfin, bien sûr qu'on peut avancer, on peut être aidé, mais c'est tellement terrible que c'est quelque chose qui marque une vie. Elle traite en fait le regard de l'entourage et de comment certains minimisent la chose et que d'autres la reconnaissent mais ne savent pas quoi faire. J'ai pas du tout vu ce thème et cet événement arriver. Et c'est marrant parce que pour le reste, je trouve que c'est une saga qui... En fait, il y a des enjeux, comment dire, il y a des enjeux très importants, voilà, il y a beaucoup qui est en jeu. La survie de certains personnages, le fait que perdurent certaines choses, certains lieux. Mais ça reste en fait une vraie série de fantasy avec un petit côté presque doudou, je sais pas comment dire. Mais alors, cet événement à la fin, enfin, moi, il m'a coupé le souffle, en fait, quoi. Voilà, je m'y attendais pas du tout. Ça laisse, en fait, une sorte de tonalité
un peu douce amère sur la fin, que j'ai trouvé en fait encore plus marquante que si l'autrice n'avait pas inclus ça finalement. Mais à part ça, voilà, cette série est incroyable et si vous aimez la fantasy, vous allez retrouver des éléments que vous adorez. Si vous aimez en plus la fantasy maritime, les histoires de bateaux, les histoires de pirates, mais alors là vous êtes servi. Le seul peut-être petit bémol que je trouverais à cette saga, mais alors c'est vraiment pour pinailler, hein, il y a quand même un peu des gentils et des méchants dans toute cette histoire. Et il y a notamment un camp, je pense à Chalcide, où bah, c'est juste des méchants, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, on suivra, alors si, on suivra un personnage de ce côté-là, mais en fait, bon, elle a une place un peu particulière, mais ceci dit, ça reste encore une fois dans probablement les choses les mieux faites que j'ai pu lire en termes de fantasy ces dernières années. Donc voilà, merci Robin Hobb, merci d'exister, merci d'avoir écrit un bijou pareil. Peut-être qu'un jour je lirai comment dire, l'autre en fait saga qui est reliée, je crois, aux Aventuriers de la Mer, qui s'appelle La Cité des Anciens, qui est je crois que c'est un préquel, mais je suis pas certaine. Mais je suis pas pressée, j'avoue que ça attendra peut-être probablement quelques années. Voilà, quand je serai trop nostalgique, quand ça me manquera trop, quand je voudrais absolument retrouver Robin Hobb, et qui sait, peut-être qu'un jour je me remotiverai pour l'Assassin Royal et sa deuxième partie, et nous verrons. Et enfin, la révélation. Voilà, je pense qu'on peut le dire, la révélation 2023. Une saga de science-fiction qui m'a emportée, et encore emportée. Le mot n'est pas suffisant. Cette saga a effectué la prouesse qu'aucune autre n'a réussi avant elle, à savoir que c'est la seule saga dans ma vie que j'ai jamais lue d'une traite. Et elle compte quand même 5 tomes, hein, 5 tomes en français. Et les tomes, ils sont pas petits, hein, c'est des bonnes bricasses. Bon, je vais arrêter de faire durer le suspense. Cette saga, c'est Terra Ignota d'Ada Palmer. Quel raz-de-marée, mais quel raz-de-marée a été cette saga pour moi. Ça a été un moment d'autant plus fort pour moi que c'était une phase pas de panne de lecture, mais quasiment. J'avais lu quelques livres, mais je me traînais. J'arrivais à accrocher à rien. Et puis, mais je sais même plus en plus ce qui s'est passé. À un moment, j'ai pris ce livre et je l'ai commencé. Et le pire, c'est que c'était pas facile au début, mais il s'est passé quelque chose. Et ouais, et je n'ai pu ensuite que continuer. Vous pouvez pas savoir en fait combien ça m'a fait plaisir de lire ça. C'est une série pour moi qui atteint en fait le niveau d'ambition d'un Fondation d'Asimov par exemple, ou d'un Dune de Frank Herbert. Certains classiques en fait de science-fiction dont on reparle en boucle et en boucle, hein, dont j'ai moi-même parlé sur la chaîne, hein, je vais pas m'en cacher. C'est aussi ambitieux, c'est aussi bien construit, c'est aussi incroyable, mais c'est contemporain. C'est contemporain et c'est inclusif. Ça s'extrait de tous les écueils qu'ont ces vieux classiques qui commencent à dater en termes de représentation des personnages féminins, de différentes identités, de différentes sexualités. Je dis pas que Fondation, qu'on peut pas trouver des ponts entre des classiques de la SF et nous, mais là, en fait, on sent que Terra Ignota, c'est directement en prise avec des choses qui nous concernent et des choses qui sont nouvelles, des choses qui ont émergé en fait autre temps, qui n'étaient pas là avant. Tous les questionnements autour du genre, tout le rapport en fait à l'influence. C'est presque des influenceurs, on va dire, dans notre société. Il y a aussi un écho avec le côté très connecté, en fait, de nos sociétés actuelles, dans le sens où on n'a plus forcément besoin maintenant d'être dans la même pièce pour interagir avec quelqu'un, parce qu'on a Internet, parce qu'on a les réseaux, parce qu'on a le téléphone et toute une série de choses.
Alors même si Terra Ignota pousse le curseur beaucoup plus loin, il y a aussi cette question-là, en fait. Comment on se perçoit dans le monde quand finalement l'endroit où on est ne conditionne pas les interactions qu'on va avoir en fait forcément avec le reste du monde, en tout cas pas complètement. Il y a toute la question du pouvoir aussi et de comment on essaye de construire un pouvoir qui soit juste, qui soit bon pour sa population, et en même temps comment de fait parfois, à partir du moment où il s'agit de prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours, on va dire, des mauvais côtés, il y aura toujours des tentations, il y aura toujours des biais humains qui feront que les choses peuvent dégénérer et ne plus être aussi juste qu'on le voulait. Terra Ignosa, de quoi ça parle? Alors, je pense que pour vous donner envie, je vais vous donner quelques éléments sur l'univers. Sachez néanmoins que si vous ne voulez rien entendre, ce sont des éléments que vous allez découvrir petit à petit, en fait, en lisant le tome 1. Le tome 1, finalement, c'est un peu un tome de, comment dire, d'introduction et de présentation où vous allez justement découvrir cet univers, comment il fonctionne, et découvrir aussi surtout les différents et très nombreux personnages qui vont ensuite composer cette saga. Dans Terra Ignota, on est dans le futur de notre monde. Dans cette société du futur, il y a quelques points très structurants qui font que celle-ci est complètement différente de la nôtre. La première, c'est que on a inventé une technologie de transport qui fait que on peut concrètement se déplacer de n'importe quel point de la Terre à n'importe quel autre dans un temps extrêmement limité. On parle de quelques heures. Donc en fait, les distances géographiques n'ont plus aucune importance parce que vraiment, on peut être, comment dire, le matin à Paris, ensuite aller déjeuner à New York, aller prendre le goûter à Tokyo, et puis passer la soirée, je sais pas, à Mexico, par exemple. Et ceci a eu pour conséquence que la notion de nation géographique n'est plus du tout importante dans la manière dont les individus se perçoivent et définissent leur identité. C'est-à-dire que au lieu que le fait d'être, par exemple, d'être italien, américain, français, japonais, soit une composante tout de suite très importante en fait de la vie politique et la vie sociale et la vie personnelle, c'est plus ça en fait qui compte du tout, puisque encore une fois, en fait la géographie n'a plus tant d'importance que ça. Le premier niveau en fait de l'identité d'une personne, c'est la ruche à laquelle cette personne choisit d'appartenir. Il en existe plusieurs, un peu moins d'une dizaine au total. Les ruches, en fait, ce sont un certain nombre de valeurs et les gens choisissent d'adhérer à une ruche parce qu'ils se sentent en adéquation avec ces valeurs-là. Vous avez par exemple la ruche humaniste qui met en avant tout ce qui va être la performance individuelle, qu'elle soit par exemple artistique ou sportive, tout ce qui est développement de soi, de sa personne. Vous avez la ruche des cousins, qui est une ruche tournée plutôt vers l'altruisme, le soin de l'autre. Vous avez la ruche des maçons, qui sont plutôt une ruche qui croit en une figure d'autorité plutôt patriarcale, avec un modèle voilà, assez, on va dire, hiérarchique et très ordonné. Vous avez la ruche des Européens, et la particularité de la ruche des Européens, c'est qu'elle réunit tous ceux qui justement accordent encore de l'importance à l'origine, enfin à l'identité en fait nationale, que la nation soit européenne ou pas, mais c'est tous ceux en fait qui accordent de l'importance à l'histoire de leur nation, à l'identité de leur nation. Vous avez la ruche des Mitsubishi, et c'est une ruche qui accorde beaucoup d'importance à comment dire la propriété terrienne. C'est ceux en fait qui sont les principaux comment dire
propriétaires d'immobilier de cet univers. Vous avez les Gordiens qui très rapidement sont plutôt les scientifiques, les universitaires, on va dire, du groupe, qui s'attachent en fait à tout ce qui est notamment recherche sur l'humain et sur le cerveau humain. Et enfin, vous avez les utopistes qui mettent vraiment l'exploration spatiale au centre de toutes leurs préoccupations et de tous leurs efforts au quotidien. Chaque ruche a sa propre capitale, a sa propre langue officielle, a aussi son propre système politique différent, et pourtant à un moment elles discutent entre elles dans quelques supra-instances de pouvoir qui sont faites pour que les ruches soient véritablement autonomes et que en même temps il y ait une forme de dialogue entre elles. Autre très importante particularité de cet univers, il y a le fait que on comprend très vite qu'il y a longtemps il y a eu des guerres de religion dévastatrices sur la Terre. En fait, c'est pas qu'elles n'existent plus, mais c'est que les religions sont devenues quelque chose qui relève vraiment exclusivement de la sphère privée et dont on ne parle pas du tout dans la sphère publique. C'est devenu complètement impoli en fait de questionner quelqu'un sur ses croyances et ses religions. Voilà, c'est vraiment quelque chose en fait qui a été mis complètement au second plan par rapport à nous, notre société actuelle. Et pour finir, je pense qu'un dernier point important qui est aussi assez intéressant, la société fonctionne avec un système de loi assez particulier, à savoir qu'il y a 3 niveaux de loi. Il y a les lois noires qui s'appliquent à vraiment tous les individus sans exception. Vous avez ensuite un certain nombre de lois qui sont des lois dites grises. Le cran en fait où par exemple on va interdire la violence physique contre les personnes, voilà, enfin le violence physique grave comme le meurtre par exemple. Et enfin vous avez le dernier niveau qui sont les lois blanches. C'est des lois qui vont vraiment régir la vie en société, vous voyez, les mœurs, comment se comporter. Et en fait, la particularité, c'est que chaque individu peut choisir à quel niveau de loi il va se situer, en fait, quel niveau de loi il va appliquer. Sachant que, c'est-à-dire c'est un système à double tranchant, c'est-à-dire que si vous ne choisissez que les lois noires, vous pouvez potentiellement, comment dire, vous-même faire usage de violences physiques très graves, mais on pourra aussi vous faire subir la même chose. Et comme vous êtes dans un système de lois noires, bah, ce sera pas considéré comme quelque chose de forcément répréhensible, parce que sinon, bah, fallait choisir les lois grises et ou les lois blanches. Donc voilà, ça c'était pour vous poser l'univers. J'avais envie de vous dire ça parce qu'en fait j'avais tout de suite envie de vous montrer combien c'est riche, combien c'est bien construit, combien déjà rien qu'en disant ça, ça nous invite en fait à la réflexion en fait sur le mode de fonctionnement de notre propre société. Et juste pour vous lancer un petit peu, au début de cette histoire, il se passe deux choses, on va dire deux événements importants en parallèle. La première, c'est que au tout début du premier roman, qui s'intitule d'ailleurs Trop semblable à l'éclair, j'ai oublié de le dire, Too Like the Lightning en anglais, la liste des 10 personnes les plus influentes du monde va fuiter en avance. Ces listes, c'est censé en fait être le reflet de, l'opinion publique, mais quelque part, par effet de ricochet, une fois que cette liste est publiée, ça va aussi influencer la manière dont vraiment tout le monde considère les rapports de force actuels entre ces différentes personnes et entre les différentes ruches. En réalité, c'est à un moment donné, sur le même timing, différents en fait grands médias mondiaux qui sont censés publier leurs différentes listes. Et là, en fait, il y a une liste qui va sortir avant toutes les autres. Et ça va entraîner toute une série de bouleversements et on va se demander pourquoi est-ce que cette liste est sortie. Et on va suivre un personnage
que je vous laisserai découvrir. On pourrait parler de ce personnage pendant une vidéo entière. Voilà, tellement il y a de choses à dire. Mycroft, on comprend que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de répréhensible par le passé. Et dans cette société, quand c'est le cas, quand on est en fait jugé coupable, quand on est un criminel, on n'a plus le droit de rien posséder, de rien avoir à soi, on se met en fait entièrement au service de la société et des autres pour, entre guillemets, purger sa peine. Et Mycroft, c'est son cas. Donc il va être chargé un petit peu d'enquêter en fait sur la publication en avance de cette liste. Et le deuxième élément extrêmement important, c'est que Mycroft va se retrouver à côtoyer un enfant, un jeune garçon qui s'appelle Bridger, et dans un monde où il n'y a pas de magie, hein, c'est un univers de science-fiction, donc oui, il y a des technologies incroyables qui n'existent pas de nos jours, mais il n'y a pas de magie. Et ben, dans cet univers, ce petit garçon, Bridger, semble avoir des pouvoirs magiques. Je ne vous en dis pas plus, je vous en ai déjà peut-être trop dit, je ne sais pas, mais en même temps, j'ai tellement envie de vous donner envie de découvrir cette saga. J'ai vu un petit peu passer des choses sur Booktube et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au tome 1. Quand vous lisez le tome 1, quelque part, vous faites le plus dur qui est de vous immerger dans cet univers, de faire la rencontre de ces personnages, mais en fait, vous allez vraiment vous attacher à eux et vous allez vraiment prendre la mesure de cette saga en avançant dedans. Et en fait, vous allez voir que, en tout cas moi ça a été mon cas, quand j'ai lu le tome 1, j'avais une sensation de malaise. Il y avait quelque chose qui me dérangeait, il y avait des choses qui me questionnaient et j'étais là, mais c'est bizarre quand même, il y a toute une série de choses qui sont bizarres. Et en fait, vous allez voir que oui, oui, c'est normal en fait. C'est normal qu'au début, vous soyez un peu perplexe face à ce qu'on vous présente. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui va être traité par la suite. Je pourrais dire la même chose que ce que j'ai dit pour Robin Hobb. C'est vraiment une saga où, en la lisant en entier, vous allez vous rendre compte qu'Ada Palmer avait tout prévu depuis le début. Il y a des révélations qui vont arriver et vous allez vous dire oh, mais c'était sous mon nez depuis le début, mais ça fait tellement sens, mais oui. La seule chose, je pense qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est quand même une saga. C'est pas difficile à lire en fait, mais c'est vrai que le style est assez soutenu et surtout c'est une saga qui est très référencée. Enfin, Ada Palmer a la volonté de s'inscrire dans tout un héritage littéraire et surtout philosophique. Peut-être que vous l'avez déjà pressenti dans ce que je vous ai exposé de l'univers. La philosophie des Lumières est au cœur, on va dire, de l'univers qui est proposé dans Terra Ignota. Vous allez avoir des références directes à Voltaire. Vous allez avoir des références à Hobbes aussi, à la manière dont Hobbes pense l'État, on va dire, les rapports de force, la société. Vous allez avoir beaucoup de références à Homère, à l'Odyssée et à l'Iliade. Il faut pas vous laisser décourager parce que ça peut paraître assez élitiste parce que voilà, il y a des grosses références comme ça. Si ça vous intéresse, en fait, c'est l'occasion d'aller rapidement redécouvrir ces textes en fait et ces grands auteurs là. Mais je pense que c'est pas obligé et que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui va vous empêcher d'apprécier cette saga. Faut juste savoir quand même que c'est quelque chose qui est assez présent. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est utilisé, on va dire, de manière totalement pertinente pour Ada Palmer, parce que c'est pas juste, comment dire, un artifice pour faire genre oh regardez comment mon livre est tellement intelligent. C'est parce que c'est directement en fait en adéquation avec les sujets qu'elle va traiter et qu'elle va traiter en plus de manière approfondie, voilà, et c'est directement aussi en lien
avec la narration et avec l'histoire qu'elle va nous proposer. Je vous laisserai découvrir comment. Bref, c'est une grande saga, c'est une immense saga de science-fiction, d'une intelligence et d'une sensibilité folle. Et j'en ai eu d'autres, des coups de cœur en science-fiction, mais pour moi c'est le bijou, c'est la saga de science-fiction contemporaine qu'il ne faut pas rater. Elle mérite d'être autant connue que les éternels Asimov, Clarke, Herbert, Dick, dont on entend parler depuis des années et qui effectivement sont très bons, mais voilà, il faut parler de la relève parce que la relève, elle est là et croyez-moi qu'elle a du talent. Et voilà, on en a terminé avec ce tour de mes sagas en cours, terminé, futur. Quand je fais ce genre de vidéo, je me dis que ok, même si c'est des sagas relativement connues, si je vous dis pas pourquoi est-ce que je les aime, ben en fait quel est l'intérêt pour vous, parce que c'est difficile pour vous de vous faire un avis sur est-ce que vous voudriez vous lancer ou pas. J'espère que je vous en aurai dit ni trop ni pas assez et que ça vous aura intéressé. Je termine cette vidéo en voix off pour vous remercier de l'avoir regardée. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo précédente qui était consacrée à mes sagas en cours et aux sagas que j'ai envie de démarrer. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!